Hello les passionnés d'industrie, alors bienvenue sur le seul média qui parle vraiment des enjeux RH de ce secteur. Et son objectif? Vous partager des stratégies, des astuces et de l'actionnable pour redevenir l'industrie qui fait envie. Je suis Claire Tenaillot, je suis hôte de ce podcast et fondatrice de Be Wanted. Et mon job? Faire rayonner votre industrie. Je vous aide à structurer votre fonction RH et bâtir votre marque employeur. Ensemble, on élabore des stratégies d'attractivité et de fidélisation des talents qui puissent accompagner la croissance de votre industrie. Mais je ne suis pas seule à ce micro. Chaque lundi, je reçois un invité, dirigeant, DRH ou expert d'une thématique RH, pour que vous repartiez avec un shot de bonnes pratiques et de benchmark. Allez, j'ai terminé, c'est parti pour l'épisode et bonne écoute. William, bonjour. Bonjour Claire. Comment vas-tu? Très bien, merci de m'accueillir ce matin. Écoute, avec grand plaisir. Sachant que bon, c'est notre deuxième tentative, celle-ci sera la bonne. Hormis, vous entendrez toutes et tous que j'ai un léger chat dans la gorge, je suis un chouï malade, mais j'espère que ma voix va tenir jusqu'à la fin de l'épisode. C'est très pratique quand la voix, enfin en tout cas quand c'est son outil de travail. Mais en tout cas, un grand plaisir, William, de te recevoir aujourd'hui. Je sais que tu as écouté au moins quelques épisodes du podcast, donc tu sais à quelle sauce tu vas être mangé. C'est Tu- ça. C'est ça. Donc tu sais qu'on commence par nos trois questions habituelles pour apprendre un peu à te connaître. Donc qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te révolte et qu'est-ce qui te fait peur? Dis-nous tout. Alors ce qui m'anime, c'est la résolution de problèmes, apprendre et puis faire avancer les choses. Ce qui me fait peur, c'est le monde dans lequel on va laisser, enfin le monde qu'on va laisser à nos enfants. Voilà, ça me fait un peu peur. Et puis ce qui me révolte, plusieurs petits sujets, mais entre autres celui de la surconsommation. Et puis les œillères qu'on se met justement vis-à-vis de ce sujet, et je pense qu'on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. J'entends. Et alors, pour toi, l'industrie qui fait envie, c'est quoi? Qu'est-ce que ça t'évoque? Quelle définition tu mettrais derrière? L'industrie qui fait envie, c'est du concret, et moi c'est pour ça que j'aime bien. C'est vraiment on va sur le terrain, on met les chaussures de sécurité, on est en contact avec des hommes, on est en contact avec du physique, le bruit des machines, l'odeur. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît, et je pense que c'est ce qui peut faire envie. Mais c'est souvent la réponse que j'ai. Effectivement, le côté concret, je l'ai. Alors, pas à chaque fois, mais quand même Mm. relativement souvent. Alors, il est temps que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, ton nom, ton prénom, ce que tu fais dans la vie. Enfin, voilà, parle-nous de toi. Tu as carte blanche. C'est la question la plus difficile de l'échange. Du coup, moi c'est William Avignon, je travaille actuellement chez Recyc Matelas à la direction générale. J'ai un parcours d'ingénieur. Donc j'ai fait une école d'ingénieur. Ensuite, j'ai travaillé chez Total. Ce qui me plaisait là-dedans, c'était vraiment le côté industrie, gros projet. La petite anecdote, c'est un ancien de Total qui arrive dans l'école et qui présente ce qu'il fait actuellement, et qui nous présente une usine flottante. Alors vraiment un énorme bateau, plateforme pétrolière qui traite vraiment des très très gros volumes. Et ça, je me suis dit, ah ça c'est quand même assez incroyable. C'est à la fois l'aventure, et puis c'est des gros projets avec une industrie qui a des moyens et des torts aussi, hein, on le sait. Voilà, je me suis engagé là-dedans. J'ai fait 6 ans dans le pétrole, à voyager, à travailler donc dans différents pays, sur des plateformes, dans les bureaux, sur des chantiers. Vraiment du concret. Moi, ça m'a beaucoup plu. Et puis après, je me suis posé la question de est-ce que j'avais envie de continuer? Est-ce que ce que je voyais devant moi, ou les personnes qui étaient devant moi, me donnaient toujours envie? C'était plus trop le cas. Et du coup, j'ai décidé de rentrer en France pour faire vraiment travailler dans l'industrie, mais plutôt en France.
OK. Euh, j'ai fait un petit tour dans le conseil, dans l'excellence opérationnelle. Et puis après, j'ai cherché une industrie locale avec où il y aura toujours du boulot. Et puis toujours dans le concret. Donc je me suis orienté vers le déchet. Donc j'ai travaillé dans l'enfouissement. À l'exploitation d'un site d'enfouissement. Ça change la vie. On voit vraiment, peut-être alors que je parlais de surconsommation et de l'impact, ça m'a Mmh. vraiment beaucoup changé de regarder ces tonnes de déchets, ces montagnes de déchets qui s'accumulent Ouais, tous tu les tu jours. tu changes de retard, tu t'es acculturé aussi, à ces sujets-là, j'imagine, au travers de cette expérience, finalement. Parce que là, ça a dû te frapper, quoi. Non, c'est vraiment hallucinant et je pense que ça devrait être obligatoire dans notre éducation, que ce soit à l'école ou Mmh. assez tard quand même pour pouvoir vraiment prendre conscience. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir vu une fois dans sa vie pour comprendre le moindre déchet qu'on va jeter, où il va finir et ce qui arrive vraiment au monde du déchet parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Ils mettent ça dans la poubelle et puis après ils passent à autre chose. Euh, et donc j'ai travaillé là-dedans. Ensuite, je suis parti. On m'a proposé un poste dans le recyclage des matelas. Et donc là, l'idée, c'était, j'ai un peu vu les deux bouts de l'industrie linéaire. Et là, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de travailler d'arriver à retordre, enfin, à refaire, à faire du circulaire pour éviter justement cette linéarité et cette destination de l'enfouissement. Euh, et donc voilà, c'est une belle expérience aujourd'hui et je pense on va en parler plus en détail. Merci pour cette présentation. Tu vois, moi, c'est bien. Je te découvre et je découvre ton parcours en même temps que nos auditeurs. D'ailleurs, chers auditeurs, merci à tous. On est début janvier, c'est le lancement de l'année. On est dans cette période toujours un peu excitante. Enfin, en tout cas, moi, je trouve, hein, il y a toujours cette petite excitation là des nouveaux projets du début d'année. Je compte sur vous parce que moi, j'ai pas envie de m'arrêter là. Le podcast va continuer à grandir. J'ai besoin de vous. Ce qui m'aide le plus, c'est soit quand vous repartagez, soit quand vous mettez un avis 5 étoiles. Donc, s'il vous plaît, merci. Ça prend vraiment 30 secondes de le faire et ça représente beaucoup parce que je gagne en fait. Enfin, en tout cas, le podcast gagne en visibilité dès lors qu'on a un avis supplémentaire. Donc, merci à tous pour le soutien. William, je reviens à toi après cette petite parenthèse. Déjà, je vais poser un peu de contexte. Merci d'être là. Ça fait un certain temps que je suis tes activités sur LinkedIn, que je ziote les contenus, les partages aussi de Recyc Matelas. Et entre toi et moi, il y a quand même voilà trois angles forts, en tout cas, que je retiens du modèle. Alors évidemment, tu vas nous parler davantage de Recyc Matelas, hein. Là, c'est un peu comme un cheveu sur la soupe, mais tu vas tout nous expliquer ensuite. En tout cas, ce que je te disais, c'est que moi, je retiens trois angles forts de ce modèle-là, qui, à mon sens, en font aussi une industrie qui fait envie, qui font partie des valeurs que j'ai envie de défendre sur le podcast. Donc, ça faisait clairement sens de te recevoir. Pourquoi? Bah parce que l'industrie, elle se réinvente, elle a cette capacité propre d'innover, d'adapter aussi un modèle social et responsable. Et clairement, on n'en parle pas assez et je pense que ça fait partie intégrante de votre ADN. Donc, je vois dans le fait de te recevoir et de parler de Recyc Matelas, finalement, l'opportunité de valoriser votre modèle, de dire que oui, c'est possible d'adapter des modèles industriels, des modèles organisationnels aux besoins et aux enjeux de notre société d'aujourd'hui. Donc, ces trois axes à creuser, c'est le modèle circulaire et la valorisation de la matière, l'insertion et l'ancrage territorial. En tout cas, c'est un peu les sujets que j'ai envie d'aller creuser avec toi. Est-ce que tu valides cette intro? Après, il faut vraiment que j'arrive à parler moins parce que j'ai déjà plus de voix. Mais dis-moi si tu valides cette intro et si tu es prêt à débuter. Non, c'est tout à fait ça et je suis prêt. On va en parler. Ok. Ok. Eh bien, écoute, let's go. Je pense que la première question, pour poser un peu de contexte,
Finalement, c'est pas vraiment une question. Est-ce que tu peux juste nous parler, voilà, de l'histoire de Recyc Matelas? Comment l'organisation est née? Pourquoi? Pour qui? Pourquoi? Voilà. Alors Recyc Matelas, donc comme le nom l'indique, hein, on fait du recyclage de matelas. Notre métier, c'est démanteler des matelas pour après aller extraire les différentes matières qui ont encore de la valeur et chercher des industriels avec qui on va travailler pour préparer cette matière. Et en fait, on va remettre sur le marché de la nouvelle matière. On appelle ça de la matière première secondaire pour ensuite qu'elle soit réutilisée par ces industriels. Et le tout, on va le faire avec des personnes en insertion, en grande majorité. C'est pas 100% de nos personnes, mais c'est 50% à peu près de nos effectifs qui sont en insertion. Et donc, on a ce modèle effectivement social. On a envie à la fois d'avoir un impact environnemental, mais également un impact social avec l'humain au cœur de l'atelier. Et donc ça, c'est important. Et puis, ce qui est important également aussi, c'est d'avoir un modèle économique derrière, puisque sinon ça ne fonctionne pas dans la durée. Et donc, c'est comment on va chercher de la performance pour industrielle, opérationnelle, pour arriver à avoir un modèle qui soit robuste et un modèle qui soit fiable. Et donc sur l'historique de Recyc Matelas, l'idée en fait elle vient du Canada où c'est une personne qui était dans un centre d'enfouissement, donc comme ce que je faisais avant. Et effectivement, on voit des matelas, il voyait des matelas arriver. Et dans l'enfouissement, on n'aime pas les matelas pour plusieurs raisons. C'est un objet qui est volumineux et qui a pas beaucoup de poids, donc dans le modèle économique, c'est pas terrible. Et puis c'est un matelas où il y a un déchet où il y a encore beaucoup de matière qu'on peut sauver. Mmh. Et pour ça, il faut trouver une méthode pour bien le recycler. Et de façon aussi industrielle, puisque dans le métier du déchet, c'est un métier de volume. Ça veut dire que démanteler un matelas, c'est facile, mais ça rapporte pas beaucoup d'argent. Ça peut coûter très très cher si on en démantèle qu'un seul. Par contre, il faut savoir en démanteler des gros volumes. Et donc, il a commencé à industrialiser ce process. Et puis après, il y a eu une forte demande venue de l'Europe, puisqu'on est arrivé avec le côté législatif, la mise en place de la REP. Je sais pas si, je pense que tout le monde n'y connaît pas le sujet, mais le, ce qui est important de comprendre, c'est le principe de la REP, c'est la responsabilité élargie du producteur, et c'est de se dire, c'est le principe du pollueur-payeur. Donc ceux qui mettent sur le marché des matelas vont mettre en place une éco-participation qui va permettre de financer la fin de vie Partie de la du filière produit. recyclage. Voilà, toute la filière du recyclage. Et OK. donc, avec l'arrivée de la mise en place de la REP en Europe, l'idée était d'importer ce concept du Canada vers la France. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, c'était vraiment la création d'une filière. Personne ne recyclait des matelas en France ou en Europe. Et donc, c'est venu comme ça a progressé au fur et à mesure. Et aujourd'hui, donc Recyc Matelas, c'est un des plus gros acteurs dans le démantèlement des matelas. On a des unités qui traitent des très gros volumes, plus de 10 000 tonnes par an. Donc c'est OK. 3000 matelas qui vont arriver dans l'usine tous les jours et qu'il va falloir démanteler, séparer les matières et ensuite voilà, réexpédier ces matières premières secondaires qu'on va remettre sur le marché. Et vous êtes, combien de collaborateurs au total? Alors dans le groupe, on est 130. On a 5 usines. Alors sur les 5 usines, il y en a 2 où ça sera nos collaborateurs. Et ensuite, on a des usines avec lesquelles on va travailler avec des partenaires où on a amené le concept, les machines, le savoir-faire, la valorisation des matières, et on va travailler avec OK. des partenaires qui vont eux exploiter la ligne avec nos standards. Ah ouais, d'accord. OK, ça marche. Pour comprendre, moi j'aime bien comprendre un peu les modèles économiques. Donc, je comprends que tu as une partie qui est financée donc par la REP et par cette éco-participation en fait où ça vous est reversé, c'est ça? Il y a des organismes collecteurs et ça vous est reversé, c'est ça? C'est ça, effectivement, on est en marché avec, il y a des contrats, hein, des éco-organismes qui doivent donc du coup organiser toute la filière, que ça soit la collecte, le transport, le tri et puis le recyclage des matières. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne en France, puisque ce modèle de REP existe aussi dans d'autres pays. Alors pour le matelas, c'est la Belgique et le Pays-Bas. Et donc en France, ces éco-organismes vont mettre en place cette filière et vont contractualiser avec différents acteurs. Donc, par exemple, sur la partie collecte, ça va être des acteurs comme Paprec, Veolia, Suez, etc. OK.
Et puis ensuite sur la partie recyclage, donc nous on est sur la partie vraiment matelas, uniquement des matelas, et ils vont travailler avec nous. On a des contrats sur une longue durée et on est payé pour pouvoir justement recycler ces matières, démanteler des matelas et ensuite valoriser les matières. OK. Et les matières valorisées au bout de la chaîne, elles vont où? Et après, ces matières valorisées bah, vont chez des industriels. Et ça, c'est à nous, Recycle Matelas, justement, de chercher des filières. D'identifier. OK. Et on peut effectivement, soit, voilà, nous, on va apporter de la valeur à la matière, travailler avec des industriels, ou alors trouver des solutions en propre. On a par exemple une filière qui s'appelle Eco-Matelas, où on refait des matelas avec des anciens matelas. OK. OK. Écoute, c'est plus clair, je te remercie. Et qu'est-ce qui est à l'origine? Donc, moi, je comprends bien, du coup, l'idée d'importer le concept du recyclage des matelas, de la valorisation de la matière, etc. Donc ça, tu nous l'as bien expliqué. Mais alors, pourquoi ou comment c'est venu, en tout cas, de se dire, bien, on va également en profiter pour travailler et faire travailler des personnes en tout cas un peu éloignées du monde du travail, quoi. Comment est-ce que c'est arrivé? C'est une bonne question. Il y a deux raisons. La première, c'est en fait dans le enfin dans le déchet, dans le métier du déchet, c'est un métier qui est quand même assez difficile, Mmh. souvent très manuel, et donc c'est la C'est physique? difficulté, c'est physique effectivement. Hein, nous, ils doivent porter des matelas, les poser sur la ligne, en sachant qu'au tout début, c'était pas aussi industrialisé qu'aujourd'hui, et donc en fait, c'est la difficulté à trouver des personnes qui veuillent bien faire ce travail. Et en fait, c'est souvent des personnes voilà, éloignées de l'emploi ou en difficulté, qui ont besoin de travailler et donc qui vont prendre ce type de travail. La deuxième raison, c'est on a eu un fonds d'investissement qui est rentré au capital assez rapidement et qui a poussé. C'était un fonds à impact et il a poussé justement pour que on fasse de l'insertion alors qu'on en faisait déjà sans le faire officiellement. Et donc, du coup, il a aidé le groupe justement à transformer ce sujet. Et finalement, en fait, ça s'est ancré dans le groupe et c'est vraiment devenu une valeur. Personnellement, je suis arrivé dans le groupe donc il y a 3 ans. Je connaissais pas l'insertion. C'était pas forcément pour cette raison que je suis rentré dans le groupe, mais plutôt vraiment sur la partie environnement. Et donc vraiment, je l'ai découvert. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très fort dans les valeurs. Aider des personnes. On n'est pas là juste pour recycler des matelas, mais voilà pour accompagner, mettre l'humain au cœur de l'industrie. Et je trouve que ça apporte beaucoup aussi. Il y a plein de petites victoires qu'on a au travers de l'insertion, et je trouve que ça apporte beaucoup de valeur dans le travail du quotidien. OK, donc plutôt en tout cas une découverte, pour toi. Donc j'imagine qu'il a fallu effectivement un peu, structurer l'approche, enfin, en tout cas certainement poser des jalons, prévoir, un accompagnement particulier. Est-ce que vous avez des profils aussi spécifiques de travailleurs, de candidats? Quand on parle éloignés de l'emploi, il peut y avoir différents profils, tu vois? Moi, je sais pas, je connais des entreprises qui, par exemple, font un focus sur les personnes en réinsertion après une peine de prison, par exemple. Voilà, c'est un exemple Mhm. On a parmi d'autres. effectivement, sur l'insertion professionnelle. Donc l'objectif, c'est de réinsérer par le travail des personnes en difficulté. Dans les personnes en difficulté, on peut avoir différentes raisons. On peut avoir des gens qui ont un accident de parcours, voilà, perte de confiance en soi, et puis Maladie ou peut-être. maladie, Ouais. chômage longue durée, et donc besoin de revenir sur le monde du travail avec un rythme. En général, donc ça peut être une première typologie de personnes. On peut avoir des personnes, des primo-arrivants, des personnes qui parlent pas du tout Ouais. français, qui ont des difficultés à trouver du travail, des personnes qui ont certaines capacités ou qui n'ont aucune capacité ou plutôt formation. Et donc, trouver un travail en France, c'est pas évident. La petite anecdote, à un moment dans l'atelier, on avait une personne qui venait de Cuba et qui était médecin, mais arrivé en France, il n'avait pas de possibilité de pouvoir exercer, et donc du coup, il faut bien se nourrir. Et il est venu chez nous. Alors, des médecins qui démantèlent les matelas, on n'en a pas tous les jours, mais on Mm. a aussi ce type de personnes.
Et puis après, on peut avoir des personnes avec effectivement un passé carcéral qu'on va accompagner. Donc, en fonction des typologies, on se dit pas, nous, on va se spécialiser dans telle ou telle personne. On prend tout type de profil et puis à chaque profil, après, des spécificités où il faut faire, voilà, il faut adapter la façon de travailler. Ouais, OK. Et alors, est-ce que du coup, je suis hyper curieuse sur le sujet parce que, tu vois, souvent, c'est pas forcément pris à bras-le-corps, en tout cas, le sujet de l'insertion, de favoriser l'insertion, mais surtout, au moment de l'intégration, de prévoir l'accompagnement qui est adapté, tu vois? Moi, c'est parfois ce que j'ai vu dans des boîtes, bah, oui, oui, on fait l'insertion, donc tu as un peu d'accompagnement en amont, puis in fine, ces personnes-là, arrivent, ont pas forcément les codes, sont un peu jetées comme ça, dans la boîte et en fait, ça marche pas parce qu'au bout d'un mois, elles retrouvent les mêmes difficultés, les mêmes problématiques, et elles finissent par devoir quitter leur job, tu vois? Ça, Hmm. c'est quelque chose d'assez récurrent que je vois qui est tout de même assez malheureux. Donc est-ce que tu peux nous parler du coup de, bah, comment vous avez structuré ça depuis peut-être, le recrutement jusqu'à l'intégration, voire même jusqu'à, la sortie de ce salarié? Parce que peut-être que le but aussi, c'est de les amener vers une autre entreprise. Je sais pas comment vous voyez les choses et comment vous faites? Alors effectivement, l'objectif de l'insertion, c'est pas de recruter pour recruter, c'est de recruter des personnes pour ensuite les faire partir. Donc déjà, bien sûr, on va avoir un sujet de turnover qui va être important. On a un sujet de formation, comment on processe la formation, l'intégration, parce qu'on sait qu'on va avoir ce turnover très important. Et effectivement, notre mission, c'est d'arriver à ce que les personnes qui vont rentrer chez nous, elles repartent ensuite dans une entreprise plus classique et qu'elle va avoir soit une formation diplômante, soit un CDI ou un CDD longue durée. Donc Mmh. c'est ça l'objectif de l'insertion. Ensuite, sur les questions que tu posais, tu disais effectivement sur des entreprises qui ont du mal. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on fait de l'insertion, en fait, effectivement, il faut y aller à fond, dans le sens où ça marche pas sur un tout petit volume, parce qu'en fait, l'insertion, ça demande finalement des moyens, euh, tout, tout un système à mettre en place. Donc nous, on a des CIP, donc conseillers en insertion professionnelle. Donc c'est des personnes qui sont là. C'est pas des RH. C'est vraiment des personnes qui sont là pour faire l'accompagnement du recrutement jusqu'au suivi 6 mois après le départ dans l'entreprise. Et donc ces personnes, c'est des ETP hein, qui vont accompagner donc une Et quinzaine donc de ce sont personnes des ou une internes vingtaine en de fait? personnes. Enfin, elles C'est elles des sont en internes. interne? OK, Voilà, c'est des OK. personnes qui sont en interne à l'entreprise. Et donc, quand on fait de l'insertion, alors nous, dans les opérateurs, on n'a pas que des personnes en insertion. On a des opérateurs qui sont en insertion et d'autres qui sont en CDI. Et donc, ces personnes, donc on va faire du recrutement parce qu'en plus on a une saisonnalité quand même dans notre activité. Donc on est toujours en train de recruter. On a toutes les 2 semaines à peu près des recrutements collectifs, des sessions de recrutement. Donc on a en fait processé, voilà, toutes les 2 semaines, on va recruter, on va accueillir une dizaine de personnes, entre 5 et 10 personnes, un tour de l'atelier pour vraiment s'assurer que les gens comprennent ce que c'est que ce qu'on va faire, Mmh. un entretien individuel. On aura bien effectivement présenté l'entreprise et puis le métier. Et puis après, comment on accompagne la personne quand elle va arriver. Elle va d'abord commencer en journée, ensuite elle va rejoindre une équipe. On va lui montrer les différents postes, elle va être accompagnée. Et puis il y a plein de sujets autour de l'accompagnement ensuite durant le parcours chez nous. Parce que On a j'imagine que attends, tu peux excuse-moi, je te coupe, mais tu peux avoir des soucis de logement, par exemple, une personne en précarité qui peut avoir un souci de logement, des personnes qui peuvent avoir des soucis d'addiction, des personnes enfin, tu vois? hmm, Je sais pas, c'est les idées auxquelles je pense, auxquelles j'ai été confrontée aussi dans mon parcours où nous, quand c'est pas notre métier, on est un peu démunis, hein, face à ça. On n'a pas forcément les bonnes ressources, et les bons réflexes. Donc, j'imagine que sur toute la partie d'intégration, vous avez aussi ces sujets-là à gérer pour qu'ils puissent, bah, aussi rester engagés dans leur travail, être présents parce qu'on sait aussi que ce sont des causes, tu vois, d'absentéisme, de départ, hmm. de la société, donc d'échec.
de votre projet et de ce projet de réinsertion, non? Non, c'est un sujet, en fait, ce qu'on appelle, ça s'appelle les freins. Et l'objectif, le premier objectif de l'insertion, c'est de lever, enfin, identifier et de lever les freins. Et donc, dans les freins, il peut y avoir le logement, tu l'as dit, il peut y avoir la mobilité. Mm. C'est les deux plus gros freins sur l'insertion, et que ce soit dans une entreprise classique, mais et également pour nous. Et genre, je reviendrai dessus après, juste après. Et puis après, dans les autres freins, on va avoir une formation, on peut avoir des papiers, avoir le permis de conduire, etc. Mais sur la difficulté pour pouvoir recruter, et nous par exemple on a un site en Vendée où c'est là où il y a le taux de chômage le plus bas, et donc comment on Je fait connais pour bien. pouvoir comment on fait pour pouvoir recruter dans une région qui est très en tension, et de se dire voilà, nous on n'était pas forcément les plus attractifs dans notre type de métier. Donc on a travaillé là-dessus aussi sur l'attractivité, et puis après sur la mobilité. Donc on s'est posé la question de comment on faisait pour pouvoir accompagner les salariés qui n'ont pas forcément de voiture, même pas du tout. Donc mettre en place le covoiturage, s'assurer effectivement que dans chaque équipe on va avoir assez de monde pour pouvoir avoir cette mobilité. On a essayé de travailler avec la région, avec Blablacar Les Daily par exemple, communautés de etc. communes, Voilà, j'imagine. il y a plein Ouais. de petits sujets comme ça. Ça reste un sujet qui est difficile, qu'on n'a pas totalement craqué. Et puis après il y a le sujet du logement où on a des personnes effectivement qui voudraient bien venir travailler mais qui n'ont pas de logement. Et puis en général, ces personnes qui vont présenter un dossier qui va être assez pauvre, donc pas forcément facile. Donc là, on va travailler effectivement, tu disais tout à l'heure, l'ancrage territorial, c'est de bien comprendre comment on peut faire pour soit trouver un logement euh, avec certaines typologies de logements, on va travailler des acteurs locaux. Et puis sur le site, sur la Vendée, on a par exemple pris la décision, nous, on a loué une petite maison qu'on a divisée avec trois logements pour faire de la colocation. Et Ouais. donc on Ok. propose à nos salariés cette petite maison pour pouvoir voilà, y habiter le temps d'avoir un travail, d'avoir justement des premières fiches de salaire pour ensuite pouvoir après monter un dossier. Oui, Euh, pour chercher une location, avoir 3 quittances de loyer, et cetera, quoi. voilà. Alors Ok. ce projet, il est top, et en même temps, on voit aujourd'hui que les salariés, ils ont aussi un petit peu, voilà, peut-être des difficultés à se dire, tiens, est-ce que je vais y aller? Finalement, il y en a qui vont préférer dormir sur le canapé d'un autre collègue, ça coûtera toujours moins cher que de louer une chambre. Il y a voilà cette je sais pas si c'est de la peur, mais en tout cas, ce projet, il est en place là depuis un an. On continue de travailler dessus. C'est vraiment des problématiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. En tout cas, ce qui est important, c'est déjà de mettre le pied à l'étrier et se donner les moyens. Puisque nous aussi, hein, déjà, on a besoin d'opérateurs pour faire tourner l'usine. Et donc, chaque en fait entreprise doit se dire, si je veux continuer à traiter plus de matelas, à grossir, même à continuer à produire. J'ai besoin de personnel, et donc il faut remonter sur c'est quoi les problèmes, pourquoi j'arrive pas à recruter. Et donc nous, on s'y est attelé comme ça, et on a attaqué les sujets un par un, Ouais. et on continue de travailler dessus. Est-ce que ça te dit de connaître l'envers du décor? Les petites galères, tu sais ce qu'on a coupé au montage ou nos petites anecdotes particulières. Dans cette newsletter, je tire aussi les 3, 4 enseignements clés de l'épisode que je viens décortiquer dans une section que j'ai appelée les conseils de Tata Claire. Donc, je te partage tout ça, coulisses, portraits, apprentissages et conseils, chaque jeudi. Si tu veux t'abonner, recevoir cette newsletter, tu as le lien directement dans la description de l'épisode. Mais alors, tu vois, tout à l'heure, tu me disais aussi que vous accueillez des, des personnes voilà, expatriées en France qui parlent pas forcément français, j'imagine, ou pas forcément à un niveau, en tout cas exceptionnel. C'est souvent un point qui est remonté et une grosse difficulté, moi, qui m'est remontée par les RH. Comment tu fais
pour procéder en production, tu vois? Enfin là, ça relie quelque part vos enjeux d'industrialisation, j'imagine, de management visuel et cetera pour, pouvoir aussi peut-être, simplifier les postes, simplifier les consignes et cetera, quoi. Concrètement, est-ce que vous avez mis des choses en place sur ce sujet-là? Effectivement, la langue française, c'est la plus grosse difficulté, surtout pour donner les consignes de travail et puis les consignes de sécurité. Mmh. Nous, on a quand même quelque chose qui est relativement, un métier qui est relativement simple. Enfin, on n'est pas sur OK. des tâches trop complexes. Donc, on arrive à montrer la tâche pour pouvoir lui expliquer. Mais, mais tout de même, on a besoin de communication, on a besoin d'expliquer plein de sujets, hein, que ça soit, c'est pas juste la tâche, mais tout ce qui vit, enfin, le cadre de l'entreprise, pourquoi la personne elle doit aussi arriver à l'heure, pourquoi sur son bulletin de salaire il y a telle ligne et telle ligne et que entre deux bulletins de salaire c'est pas la même chose, etc. Donc faut tout expliquer. Donc la communication c'est super important. Donc nous, ce qu'on fait effectivement, il y a ce sujet de faire quelque chose de très visuel, d'un accompagnement avec un binôme au début pour pouvoir montrer vraiment la tâche. Après, on donne des cours, il y a des cours de français. C'est-à-dire que Ouais, vous faites des formations FLE, j'imagine, français, langue étrangère? voilà, c'est ça. Et donc nous, par exemple, on a un opérateur tous les jours, on a un opérateur de l'équipe qui est en cours de français. Donc OK. pendant une période de 6 mois, il va aller à l'école une fois par semaine. Alors c'est pas assez, c'est jamais, ça sera jamais assez pour être bilingue en français ou mais en tout cas c'est une première pierre. Après on a aussi le fait on utilise aussi le fait qu'ils vivent en communauté. Il y en a souvent un qui parle mieux français que les autres et donc, on a du coup des relais, mais c'est pas l'idéal hein, de compter à chaque fois sur des relais parce que Mmh. du coup la Oui, vous communication elle est pas maîtrisez forcément pas exacte. votre co bah, voilà, ouais. Mm. Mais j'ai envie de dire que voilà, c'est un sujet effectivement, c'est une problématique récurrente. Pareil, la solution, il n'y a pas une seule solution. Je pense que c'est une addition de plusieurs petites solutions et puis après aussi d'acceptation. On doit faire avec et donc comment on s'adapte nous à ce type de population et à cette problématique. Ouais, bah, tu vois, moi, ce que je vois souvent, je pense notamment, mais depuis le début de cet épisode, je pense à l'épisode que j'ai enregistré avec Amipi. Je crois que je t'avais conseillé de l'écouter d'ailleurs, Je qui l'ai eux, écouté, ouais, j'ai ouais, écouté. Je suis rentré en contact avec Quentin. Et j'aimerais bien qu'on continue à échanger trop sur le bien. sujet. Ah génial, c'est cool ça. Mais et tu vois, je trouve que, donc si vous n'avez pas écouté, pardon, je parle à vous, auditeurs, si vous n'avez pas écouté l'épisode, effectivement, j'ai reçu Quentin Lambert, qui est directeur de la transformation chez Amipi et en fait, Amipi, leur activité, c'est ils ont une activité industrielle au départ, dans l'automobile. Ils ont diversifié là, aujourd'hui leurs canaux, enfin leur business model vers d'autres activités, notamment vers le textile. Et en fait, un peu sur le modèle aussi de Recycle Matelas, William, mais adapté aux personnes en situation de handicap cognitif. Et tu vois, c'est marrant, je trouve qu'on a beaucoup de points en fait Mm. similaires hein, sur l'organisation, l'intégration, etc. Et pour avoir visité l'usine de Sainte-Luce il y a quelques années, de Amipi, eux, ils avaient aussi, alors eux, c'est des personnes en situation de handicap cognitif, donc ils ont pas forcément acquis, la lecture et cetera et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en prod, ils ont vraiment travaillé dans le détail, tu vois? Tout ce qui est, pictogramme, management visuel, les modes opératoires avec enfin vraiment énormément de visuels et cetera et franchement, c'est bluffant. Mais même moi, je me suis dit en allant visiter, j'arrive, je connais pas le job, ou même, tu vois, j'ai 10 12 ans, je suis capable de comprendre. C'est hyper bluffant ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc, tu vois, c'est souvent un conseil que je donne aux boîtes, qui, effectivement vont avoir des personnes qui parlent pas, suffisamment le français, vraiment d'essayer au max d'utiliser le management visuel poussé à l'extrême, quoi.
Ouais, il y a le management visuel, il y a les pokayoke, enfin les détrompeurs. Ouais. Comment on fait pour s'assurer effectivement, on simplifie au maximum et on empêche que la personne se trompe. C'est pas toujours facile. Et puis après, bah, effectivement, il y a la mise en place. Nous, par exemple, bah, on essaie de mettre des choses en place et puis après, bah, c'est cassé, c'est détérioré. Il n'y a pas forcément de respect, il n'y a pas de voilà, les personnes n'arrivent pas à comprendre aussi pourquoi on le fait. Donc il y a toute une montée aussi en maturité et comment on fait pour s'assurer que chaque pierre qu'on va mettre, elle est bien solide, elle marche. Et puis il y a l'accompagnement aussi de l'ensemble des équipes pour justement faire l'accompagnement de ces personnes en insertion et puis d'avoir un outil qui est performant. Et ça me fait penser aussi sur Amipi. Moi, ce que j'avais bien aimé dans l'épisode, c'était la dualité entre la performance et Tout à fait. l'insertion. Enfin, la performance opérationnelle Ouais. et l'insertion. Et c'est une question que je me pose tous les jours en me disant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on met plus sur l'insertion ou on met plus sur la performance opérationnelle? Euh, et c'est vraiment un équilibre qui est pas facile à trouver. Mais je pense que pour toutes les industries, enfin pour n'importe qui, en fait, à chaque fois, il faut toujours se poser la question. Je pense qu'on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et de se dire, je peux pas avoir des super opérateurs et en fait, bah, de te dire, bah non, je vais prendre. Enfin, il faut faire avec ce qu'on a. Avec ce qui est disponible aussi sur le marché du travail et donc du coup se remettre un petit peu aussi en question comment je peux m'adapter avec bah, les personnes que je vais avoir en face de moi pour que justement ça marche. Ouais, puis accepter qu'il y a un temps long, du coup. Mais tu vois, ça me fait penser à une question. Alors, ça, c'est un sujet que moi, j'ai beaucoup rencontré, sur lequel je me suis beaucoup questionnée, notamment dans mon parcours dans l'intérim. J'ai travaillé en tant que directrice d'agence pendant pas mal de temps. Et tu vois, il m'est arrivé de travailler, donc j'avais beaucoup de partenaires sur différents sujets autour de l'insertion. Et j'ai souvent été déçue en vrai. Tu vois? Je pense que j'ai pas fait les bonnes choses, hein. Je suis pas une spécialiste de l'insertion. Pour moi, c'est pas que un sujet RH, c'est vraiment une expertise spécifique sur laquelle je ne suis pas spécialement formée, je dois le reconnaître. Mais il m'arrivait assez souvent, tu vois, d'être déçue, d'avoir cette sensation, tu vois, d'avoir tout donné, tiré toutes les ficelles et de me dire, bah non, enfin, je sais pas, telle personne, au final, elle a pas prévenu, elle vient pas, ou tu vois, c'est hyper dur, quoi. C'est hyper dur. Et ça m'est arrivé de douter et de me dire, franchement, c'est limite dur de le dire, tu vois, j'ai l'impression d'être une grosse vilaine en le disant, mais tu vois, ça m'est même arrivé de douter du truc et de me dire, bah, écoute, c'est bon, en fait, à un moment, je passe du temps sur de l'accompagnement, à travailler avec les partenaires et puis, je sais pas, à les loger, à trouver des solutions et puis, bah, en fait, ils bossent 15 jours. Mm. Tu sais, c'est hyper C'est frustrant, quoi. c'est effectivement très frustrant et je partage ton point de vue et, euh, et je l'ai aussi. Et dans les équipes, on peut être face à ça où finalement on accompagne beaucoup de personnes et en fait il faut accepter que on va pas avoir 100% de taux de réussite. Je pense que c'est la première chose à se dire parce que sinon, si on se dit qu'on va tout réussir, on va bah, Ouais, du coup t'as raison. on va être démoralisé comme ce que tu dis hein, et donc Mmh. l'objectif, c'est de se donner les moyens d'y arriver, de donner les moyens aux équipes, etc., d'essayer. Et puis après, plutôt de regarder les victoires, les belles réussites, et de s'accrocher à ça. Et même si on accompagne 100 personnes et il y en a quelques-unes qui vont nous faire faux bond, voire carrément un manque de respect, hein, parce que moi, je trouve qu'effectivement, on se donne à fond, on essaye de lever les freins, de l'accompagner, on lui donne une chance, et la personne, en fait, elle tend pas, elle prend pas la main qu'on lui aura tendue. Je pense qu'il faut pas le prendre personnellement et puis voilà passer à autre chose et plutôt se concentrer sur les personnes qui ont envie qu'on les aide. Et à la fin, on a des très très belles victoires et ça, moi j'ai plusieurs exemples où bah, une personne, on va régulariser sa situation, une personne qui va qui va revenir et qui va dire ah j'ai le permis, etc. Enfin ou qui va trouver un boulot, etc. Et ça, je pense que bah, c'est sur ça qu'il faut s'accrocher et qui doit redonner bah, du coup du gaz hein, enfin de pour continuer la mission et de se dire bah c'est déjà ça et c'est déjà ça de sauver, c'est déjà ça d'avancer et puis on Mmh. continue quoi.
Ouais, parce que est-ce que tu crois pas que ça peut être un peu un frein justement des boîtes à se lancer dans des véritables politiques, d'insertion? Et effectivement, le sujet que tu soulèves qui est, de trouver le parfait équilibre, entre, insertion et perfindus, à plus long terme, compétitivité, tu vois? Je pense que, enfin, sur l'insertion, en fait, pour moi, c'est une nécessité. Et on parle de réindustrialiser la France, sauf que bah, pour pouvoir mettre déjà, il faut mettre des usines, et ensuite, il faut les faire tourner. Ou alors, soit on a des usines là, les black, enfin, les usines noires où en fait la lumière Ouais, est éteinte, il y a horrible. 100% de robots dedans. Moi, c'est pas Les forcément dark, ce qui me tente. factory. Les dark factory, merci. Ouais, Soit on a le ça, mot, ou il soit est on a horrible. enfin, des gens pour pouvoir faire tourner les usines. Et ensuite, bah, pour pouvoir faire tourner ces usines, il faut des personnes. Et donc, en fait, on doit regarder qui va vouloir, qui va pouvoir ou vouloir travailler dans ces usines. Il y a des jobs qui sont compliqués, qui sont très manuels, où quand on fait du 3-8, bah, ça veut dire se lever à 4 heures pour être à 5 heures à l'usine, ou travailler de nuit, travailler le week-end, etc. Donc, tout le monde ne le veut pas. Et donc, il nous faut en fait bah, adapter pour pouvoir, enfin, nos façons de travailler pour pouvoir justement recruter et avoir des gens dans l'usine. Et puis après, pour moi, il y a différents niveaux d'insertion. Nous, on fait par exemple la première marche de l'insertion, et donc on a vraiment des personnes en difficulté qu'on va accompagner. Mais quand les personnes, au bout de 2 ans, parce qu'elles restent 2 ans chez nous, parce qu'il y a un cadre réglementaire, Mmh. on appelle ça un PASI à eux, c'est vraiment réglementé, hein, l'accompagnement des personnes en insertion. Et donc au bout de 2 ans, les personnes, il faut pas se leurrer, elles ont pas tout terminé, on n'a pas réussi à lever tous les freins, on n'a pas réussi, elles vont pas parler très très bien français, elles ont pas forcément tous les codes, etc. Donc, on y aura travaillé, et donc ensuite, pour pouvoir les accompagner, il y a encore à s'adapter. Et donc, ça peut être le niveau 2 d'industriels ou d'entreprises, mais qui vont accepter que les personnes qu'elles vont recevoir, elles sont peut-être un petit peu différentes de ce que les personnes avec qui elles avaient l'habitude de travailler, et plutôt adapter sa façon de faire. Donc, on n'est pas obligé de se lancer à fond, par exemple, dans ce que comme nous on fait, mais voilà, il y a différentes façons de le faire, différents niveaux OK. d'engagement, je Et dirais. et tu sais, je suis en train de me dire qu'il y a une question très bête que je t'ai pas posée. C'est quoi le pourcentage d'opérateurs, que vous intégrez, en tout cas de profils en insertion? Qu'on ait un peu une idée, tu vois, je pense de volume. C'est intéressant comme question. On a à peu près 60% on appelle ça le taux de sortie positif, c'est-à-dire des personnes qui sont restées chez nous une certaine période, et puis ensuite qui vont soit accéder à un CDI, soit une formation diplômante. OK. Et dans le pourcentage de vos opérateurs, vous avez combien d'opérateurs en insertion sur ces profils en insertion? Ils sont combien? Donc c'est 50% des effectifs du groupe, et en fonction des sites, on n'a pas les mêmes ratios, mais on a un site où on a à peu près un tiers des opérateurs qui sont en insertion, et l'autre, on est plutôt à 80% Vache, c'est énorme. OK. d'opérateurs. Ouais. Ah ouais, c'est énorme. Et justement, donc, quand tu parles de ces 2 ans, donc ça veut dire qu'en gros, tu as 50% qui partent tous les 2 ans. Donc, tu es obligé de renouveler tes effectifs tous les 2 ans. C'est colossal, du coup. C'est toutes les semaines on a des recrutements, et on a des personnes tous les mois, on a des personnes qui arrivent. Donc parce que 2 ans c'est le maximum hein, de la durée d'accompagnement, Ouais, mais bien sûr. on est C'est un peu plutôt plus que ça. sur un an et demi d'ancienneté sur les opérateurs qui seront en Ouais, donc, CDDI, donc en contrat de d'insertion. Donc donc effectivement sacrée on a forte voilà volatilité. voilà. Ouais. OK. Donc, faut être robuste, effectivement, sur les process, bah, ce que tu disais, recrutement, intégration et tutorat et formation, quoi. Accepter aussi de répéter, rabâcher, 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 parce que justement, effectivement, on a toujours des nouveaux entrants, et puis des personnes qui forcément ne comprennent pas forcément peut-être du premier coup, et donc il faut leur expliquer. Et donc ça, c'est vraiment aussi pareil. En fait, il faut l'accepter que il va falloir se répéter, qu'on va avoir des nouveaux arrivants, et Eh donc ouais. C'est intégré dans le comment on modèle, quoi. s'organise. Voilà. En fait, voilà, il faut se le dire. Ouais, OK.
Écoute, super bien. On a parlé aussi, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la partie ancrage territorial parce que tu l'as évoqué rapidement. Vous avez 6 sites aujourd'hui, donc un fort ancrage territorial. Vous avez grandi quand même assez vite parce que si je me trompe pas, enfin, le groupe a été créé en 2010, hein, c'est ça? C'est bien ça, ouais. Donc, ça fait quand même une croissance assez rapide, surtout sur du multisite, clairement. Et est-ce que, enfin, quelle place, selon toi, joue le territoire dans l'organisation, dans votre organisation RH et plus spécifiquement sur le sujet de l'insertion, hein, parce que j'imagine qu'il faut que vous adaptiez à chaque fois en fonction de votre territoire, tu vois. Effectivement, c'est un sujet, l'ancrage territorial, c'est un sujet très important parce que ça soit en amont ou en aval, hein, l'insertion, on l'a dit juste avant, c'est par nature un turnover important, donc il faut qu'on puisse recruter efficacement. Et puis ensuite, il faut qu'on arrive à placer, avoir des sorties positives, placer les personnes en insertion. Et ça passe par des bonnes relations avec France Travail, ou comment on va justement euh, on appelle ça les prescripteurs, les personnes qui vont nous envoyer des candidats. Donc on a quelques candidats qui peuvent arriver directement sur l'usine, mais sinon on va travailler avec les prescripteurs qui vont nous apporter des candidats qui sont en général, on leur demande de vérifier qu'ils soient éligibles aussi à l'insertion, puisque Ouais. pour être éligible à l'insertion, il y a un certain nombre de critères Mm. qu'il faut remplir. Et donc, c'est comment on travaille avec eux pour être sûr que on a toujours des bons candidats aussi, des candidats qui ont envie d'être accompagnés, parce que l'insertion, c'est des personnes qui doivent avoir envie de travailler Très important. et des personnes aussi qui ont envie de se réinsérer. Et donc, de suivre le parcours d'insertion avec les rencontres avec les CIP, des formations, etc. D'avoir la définition d'un projet professionnel. Et donc ça, c'est important que c'est un contrat mutuel entre l'employé et puis l'entreprise. Donc, dans cet ancrage territorial, il y a le lien avec l'amont pour le recrutement, et puis ensuite, il y a le lien avec l'aval, où là, l'idée, c'est trouver des entreprises justement avec qui on va pouvoir travailler en partenariat, et ça, on essaie de mettre le paquet là-dessus parce que l'idée, c'est quoi? C'est de se dire quand la personne elle est en insertion chez nous, elle va plutôt sur la fin de son parcours, elle a un projet, elle a une idée, et en fait, on va essayer de la placer en stage. Donc, elle est toujours payée par Recyc Matelas. Et Ouais, puis, ok. pendant une semaine ou deux, trois Stage semaines, d'observation, voilà, découverte. Ok, voilà un trop stage bien. de découverte, effectivement, où elle va apprendre le métier, regarder alors carrossier, gardien d'immeuble, etc. Et donc voir est-ce que c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse. Et ça, justement, c'est important de bien comprendre, enfin, identifier les entreprises, d'arriver à trouver des partenaires qui acceptent de prendre justement des stagiaires. Et ça, c'est important. Ça permet, nous, de montrer qu'il n'y a pas que le recycle matelas, que derrière, il y a un autre, il peut y avoir d'autres types de métiers. Et puis ensuite, ça permet de placer les entreprises. Donc c'est aussi un appel, là, ce podcast, effectivement, aux entreprises à être un petit peu ouvert à ce genre peut-être d'occasion, ou justement d'arriver à se dire, je fais ma part un peu des choses aussi, et puis je vais prendre une personne, et ensuite que ce soit pour la recruter juste après, ou pas, même si c'est pour justement faire ouvrir le champ des possibles aux personnes qui sont en insertion, et de voir un petit peu autre chose. Et donc ça, c'est important. Bien. Écoute, relayons l'appel, William. Est-ce que tu peux nous dire sur quel site, sur quel territoire justement tu cherches des entreprises partenaires sur ce sujet-là? Euh, et Alors puis, là, on va les inviter à te contacter sur LinkedIn. Donc, donc là, plus spécifiquement, effectivement, c'est pour la région de Cholet, et puis pour le 78, nous on est autour de Gargenville. Mais je pense que c'est pas juste pour Recyc Padla, ou pas juste pour moi, mais plutôt un message au global, à l'ensemble des entreprises, euh, de regarder effectivement pour s'ouvrir, et d'avoir et d'essayer de tendre la main vers les autres. ouais. Et est-ce que toi, tu vois des limites ou d'après toi, qu'est-ce que tu dirais aussi, soit un DRH, soit un dirigeant?
qui osent pas forcément franchir le cap, tu vois, ou qui ne sait pas encore poser la question peut-être, en tout cas. Tu leur dirais quoi? Moi, ce que j'aime bien, c'est d'aller voir comment ça se passe chez les autres. J'aime bien visiter d'autres usines, d'autres entreprises. C'est cette curiosité et de se dire, bah, si je comprends bien, alors je fais beaucoup avec ceux avec qui je travaille, hein, en amont, en aval, bien comprendre les problématiques de chacun. Et donc, bah, si on ne sait pas trop comment faire, la meilleure chose, c'est d'aller voir quelqu'un qui le fait déjà. Alors chez nous, on ouvre nos sites à tout le monde. On le fait régulièrement avec les écoles, avec les entreprises locales, avec on avait fait la journée la journée pas la journée du patrimoine, mais la journée de l'industrie ou les La usines journée ouvertes, porte ouverte, ouais, la la journée journée porte usine ouverte ouverte. des usines. Effectivement, nous on aime bien voilà ouvrir nos usines. Donc c'est le cas chez Recyc Matelas, mais je pense que il y a plein d'entreprises qui pourraient aussi ouvrir leurs portes et donc du coup d'aller voir comment ça se passe chez les autres, comment ils font. Et puis ensuite, on n'est pas obligé d'avoir 50% de ses effectifs tout de suite qui sont en insertion, mais de commencer avec bah, un petit volume. Et par contre, quand on commence ensuite, il faut voilà se donner les moyens et pas juste essayer. Faut vraiment se dire pourquoi on veut le faire et comment on va le faire, avec quels moyens. Et bon, bah écoute, trop bien. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter, William, avant que l'on conclue? Non, je pense qu'on a parlé de beaucoup de sujets et puis je pourrais encore parler pendant des heures de l'insertion, de l'économie circulaire ou de Recyc Matelas, mais ça sera peut-être à une autre occasion. Écoute, en tout cas, c'était parfait. Je pense qu'on a bien creusé le sujet. Donc, on invite les auditeurs à rentrer peut-être en contact avec toi autour de ces sujets-là, comme tu l'as fait avec Quentin. Tu sais que ça me fait un petit quelque chose de savoir quand même que mes invités se retrouvent. Euh, donc, merci pour ce partage. C'était aussi, voilà, le but du podcast, tu vois, de servir l'écosystème. Donc, trop bien si ça crée des rencontres derrière. Peut-être que un jour on fera un épisode spécial où vous me parlerez de qu'est-ce qu'il en est ressorti de vos échanges. Ce serait un plaisir. Merci en tout cas, William. Je pense que c'est un sujet, tu vois, que je n'avais pas encore traité, qui a sa place dans le podcast et qui va aussi, je pense, permettre de réconcilier les récalcitrants de l'insertion, aussi de casser la mauvaise image encore dont souffre l'industrie. Et je pense que c'est quand même le chouette reflet d'une industrie qui fait envie, d'une industrie qui est capable d'innover et de retravailler son modèle social. Et je pense que c'est tout ce dont nous avons besoin pour notre avenir industriel. Donc, merci pour ces partages. Écoute, je te dis à bientôt. Il y a que les montagnes qui ne se croisent pas, William. Donc, je te dis à bientôt. Merci beaucoup Claire pour cette invitation et puis pour ce moment, c'était très agréable. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Merci, William. Et puis, merci pour la confiance de Recyc Matelas, évidemment. On se retrouve donc lundi prochain pour un nouvel épisode. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci beaucoup, William. Bye. Encore merci de nous avoir écoutés. Il est temps de se retrouver lundi avec un nouvel invité. C'était Claire Tenaillot, fondatrice de Be Wanted, et vous venez d'écouter un épisode de l'industrie qui fait envie. Bon, pour être certain de ne rien manquer, pensez à vous abonner, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Surtout, pensez à laisser un avis 5 étoiles pour lui donner de la visibilité. Allez, à bientôt sur l'industrie qui fait envie.